c'est quoi ça? Panionios. Foot? Olympiakos, et ça c'est... Non, Francfort celui-là. Francfort? Eintracht Francfort, ouais. Oh putain, j'ai cru que c'était l'Olympiakos de... C'est même couleur. Mais... Ça c'est Beşiktaş, et ça Ouais. c'est... Spartak Moscou. Spartak Moscou. On pourrait croire que c'est Sochaux, mais... Et Hajduk Split. Non, Mostar, Velez Mostar, ouais. Bonjour à tous, on est ensemble pour ce deuxième épisode du podcast qu'on a lancé cette année avec Fatih. Et pour ce deuxième épisode, je cherchais quelqu'un qui soit aspirant, qui puisse nous faire voyager à travers ses anecdotes, à travers son parcours, à travers ses histoires. Et je me suis souvenu d'une belle histoire, d'une belle vidéo que j'avais vue sur YouTube il y a quelques années. Et j'ai dû rechercher un petit peu tout ça et je suis tombé sur les vidéos de Derby Explorer où deux aventuriers, deux baroudeurs nous faisaient vivre leur expérience à l'étranger et du coup j'ai pris contact avec eux, ça allait extrêmement rapidement et du coup c'est Vincent qui est avec nous aujourd'hui qui va nous raconter un petit peu ses anecdotes de voyage, d'où est venu un petit peu le projet, le concept Derby Explorer, nous raconter quelques anecdotes, on en a parlé en off et il y a de la matière, je vous assure. Donc merci à toi Vincent d'être avec nous. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter brièvement, parce qu'on connaît Vincent de Derby Explorer derrière la caméra, derrière les aventures, mais est-ce que tu peux te présenter au grand public et à toute notre communauté? Bah écoute, Vincent Serrano, 36 ans, lyonnais, né à Bron, comme Karim Benzema, et voilà, journaliste de formation, journaliste reporter. D'abord vidéo, j'ai passé 6-7 années à Beansport à Paris. Et puis voilà, ensuite l'aventure Derby Explorer et aujourd'hui animateur, présentateur radio. Donc je poursuis ma carrière de journaliste après cette aventure Derby Explorer qui aura vécu mais qui n'est pas terminée, on en reparlera puisqu'elle trotte toujours dans un coin de la tête. Et j'espère pourquoi pas un jour revivre ces aventures-là Derby Explorer. Impeccable, bah, écoute, merci pour la présentation. On va discuter un petit peu de... Et supporter de l'OL. Et supporters de l'OL, évidemment. Okay. Et il y en a quelques-uns, je sais, qui sont derrière la caméra et qui regardent aussi l'épisode et qui vont l'écouter. Derby Explorer, dis-nous un petit peu plus ce que c'est, ce que ça représente, d'où a germé l'idée et comment vous avez monté ça avec Yannick, s'il te plaît. Derby Explorer, eh bien, écoute, l'idée, elle est venue à la suite d'un derby, justement, entre Boca et River. Il y a une année, elle avait été délocalisée, la finale de la Copa Libertadores, donc l'équivalent de la Ligue des Champions, délocalisé à Madrid, Boca River à Madrid. Et il se trouve, par pur hasard, qu'avec Yannick Taleb, donc mon compère, mon complice de Derby Explorer, on se trouvait ce week-end-là à Madrid. Parce qu'on aime voyager, on est des grands voyageurs. Et on s'est dit, mais on ne peut pas passer à côté de ce grand match. Voir un Boca River alors qu'on se trouve dans la même ville, ça nous arrivera peut-être jamais. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et du coup, on a trouvé sur internet des billets, qu'on avait dû payer une blinde à l'époque, évidemment, parce que c'est une finale et c'est une grande finale. Et on a quand même pu aller au stade Bernabéu, et c'était magnifique, voilà. Et ce qui était magnifique, en fait, c'était l'avant, la previa, c'est-à-dire tout ce qui se passe avant le match. C'est qu'il y avait d'un côté les supporters de Boca sur une fan zone, les supporters de River de l'autre côté, de part et d'autre de la grande avenue de Madrid. C'est un peu comme si sur les Champs-Élysées, tu avais d'un côté les supporters de Boca et d'un autre côté les supporters de River. Et tout s'était très bien passé, il n'y avait eu aucun problème. Évidemment, la grande avenue avait été fermée à la circulation, avec pas mal de sécurité. Et tout s'était bien passé, aussi bien au début du match. Donc ouais, je crois qu'on avait ils avaient fait la fête depuis 14-15 heures jusqu'au match qui devait être à 21h ou 22h même. Et après, on avait rejoint les supporters de River puisqu'ils avaient gagné à l'issue de la prolongation, avec notamment un but de Quintero, l'ancien Rennais. Ouais. L'ancien Rennais. Et là, ils étaient allés sur la Puerta del Sol et ils avaient fait la fête jusqu'au matin. Nous, on était partis se coucher vers 3-4 heures parce que bon, et c'était super. Il n'y avait eu aucun problème. Tout le monde fêtait évidemment cette victoire du côté de River. Et l'idée de Derby Explorer est née là. On s'est dit, mais en fait, au-delà du football, il y a la passion des gens à montrer, à découvrir. Et nous qui aimons voyager, il y a aussi aller à la rencontre d'autres cultures, découvrir
comment les gens vivent dans d'autres pays. Et voilà comment est né Derby Explorer. On s'est dit, mais des derbys, il y en a de partout dans le monde. Le football, c'est universel. Des derbys, il y en a dans tous les pays du monde entier. Allez, on essaye, il y a peut-être un truc à creuser. Ah ouais. Voilà. Impeccable, belle histoire. Et toi, au final, ce que je dis souvent, à travers le concept de fan culture, c'est que toi, tu m'as quasiment pas parlé de foot, tu m'as juste parlé d'un but de Quintero. Le score, tu l'as même pas évoqué, le scénario du match, tu me l'as même pas évoqué. Je me rappelle plus. Voilà, mais tu m'as parlé de l'avant-match, tu m'as parlé de la prévia, tu m'as parlé des gars qui ont fait la fête, tu m'as parlé de l'organisation. Au passage, je pense que si Monsieur Darmanin et d'autres politiques entendaient tous ces propos, être capables de rassembler autant de supporters avec une telle rivalité qu'on pense qu'hier, au niveau de l'enregistrement, comme ça vous allez pouvoir un petit peu comprendre. On est au lendemain de Lens-Séville, avec tout un pataquès qui était fait autour des supporters sévillans, quand on voit qu'il y a des matchs de Coupe de France anecdotiques où même pas 100 gars peuvent se déplacer. Voilà. Là, c'est une belle preuve aussi d'organisation, certainement de communication en amont, et cet esprit festif autour du foot qu'on peut retrouver sans pour autant nécessairement mettre des matchs sous conditions, avec une réglementation stricte. Et c'est un bel exemple que tu nous donnes là. Petite parenthèse, il était 62 000 au stade Bernabéu. 62 000. 4 000 policiers, je te dis ça parce que j'ai revu un peu un article juste avant donc, de faire ce podcast. Et si je me rappelle de Quintero, c'est parce que j'ai relu l'article. Sinon, comme tu disais, je me rappelais que de l'ambiance. Le match, honnêtement, c'était un match pourri. Une finale serrée à la con. Mais bon, comme tu dis, on se rappelle du début, donc de la prévia de l'avant, et on se rappelle de l'après-match. Et au final, on se rappelle presque pas du match. Moi, je me rappelle plus du match. Mais c'est souvent que ça se passe comme ça, justement. J'ai retracé un petit peu l'historique des vidéos que vous avez mis sur YouTube. Et dans l'une des vidéos, vous avez ciblé un certain nombre de destinations, du coup, par rapport à la réflexion que vous aviez nourrie avec Yannick. Et vous en avez listé 12. Alors, certains qui étaient vraiment atypiques. Abidjan, Téhéran, Montevideo, La Paz, Erevan, Jakarta, donc en Indonésie, en Arménie, c'est des trucs un peu folklore mais qui me plaisent énormément, et d'autres un petit peu plus connus. Forcément, en tant que Lyonnais, il y avait le derby avec la SSE, sur Berlin, sur Casa avec Raja Wydad. Qu'est-ce qui a fait en fait que toutes ces destinations elles ont émergé? Est-ce qu'il y en avait d'autres en tête, d'autres prévues que vous aviez avec Yannick? Alors nous, on ne voulait pas faire des destinations européennes que tout le monde connaît et que le grand public connaît. Manchester, Madrid, parce que pour nous, c'était pas assez exotique. Ce qu'on voulait, c'était avant tout le voyage. Parce qu'en fait, Derby Explorer, c'est avant tout du voyage. Et le football, c'est presque un prétexte. Parce que c'est universel, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde connaît, tout le monde aime. Mais nous, ce qu'on aime avant tout, c'est presque plus le voyage que le football. Hein, même si on est fan de l'OL, Yannick et moi-même. Mais ce qu'on kiffe, c'est le voyage. Et c'est pour ça que nos destinations sont exotiques. Parce que on voulait découvrir d'autres cultures, savoir comment vivent les gens, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils dansent, comment ils vivent tout simplement. Et en fait, mon inspiration, elle vient des grands reporters que j'ai pu regarder et que je regarde encore. Philippe Googler, d'être un pas comme les autres, qui passe encore, qui fait des reportages magnifiques depuis plus de 10 ans sur France Télévisions. On a Antoine de Maximi, J'irai dormir chez vous, qui est là depuis plus de 10 ans aussi. Les nouveaux explorateurs, Fred Chéneau, qui voyageait à travers la cuisine du monde pour découvrir comment... Et en fait, dans toutes ces émissions-là, la rencontre des gens et la découverte de la culture, c'est ce qui était le plus important. Et c'est pour ça que dans les destinations que tu as citées, la Bolivie, l'Indonésie, on avait, la Bolivie. Voilà pourquoi on avait choisi ces destinations-là. D'accord, ok, mais je comprends tout à fait et je partage ton point de vue. Et c'est vrai que le reporter dont tu parles, je pense notamment à Fred Chenot, c'est ça, les nouveaux explorateurs que j'ai regardé régulièrement, alors qu'à la base, la cuisine, c'est pas du tout mon truc. Mais le gars a une force. Ce partage culturel en fait, après ici c'est très bien faire face à la caméra, mais en gros il t'embarque avec toi. Et à travers ton discours, on a envie de voyager justement, on a envie de découvrir. Toi, c'est ça, c'est ça qui est top. Si on regarde sur les vidéos justement sur la chaîne, il y a 2 expériences qui sont filmées. On en reviendra après. Séville et Rosario. Est-ce qu'il y avait d'autres villes, d'autres expériences que vous aviez vécues, que vous vouliez peut-être documenter et mettre en image, que vous n'avez pas eu le temps de faire ou pas du tout? On aurait voulu faire toutes ces destinations. Hein. Après, on a choisi Séville et Rosario
Parce que, premièrement, je parle la langue espagnole, je suis d'origine espagnole, donc déjà ça facilitait les contacts sur place, et ça nous permettait aussi d'avoir beaucoup plus de richesse dans les gens qu'on allait rencontrer, ensuite dans la traduction de l'épisode évidemment. Voilà. Et après, on allait évidemment, on avait pour ambition de faire plein d'autres destinations. Après, peut-être qu'on en reparlera plus tard. Pourquoi Derby Explorer s'est arrêté, même si l'idée continue de germer et je pense que l'aventure n'est pas finie. Mais non, Séville, on l'a fait en crowdfunding sans moyens, zéro. On est parti vraiment, comme on dit, avec et notre couteau. Et du coup, on a fait ça vraiment avec un ami monteur, Shérif Ben Maklouf, qu'on salue, qui nous a monté ça. Et aussi le maire de Mornan qui nous avait accueillis pour monter tout ça. Donc on le salue, Renaud Pfeffer, franchement. Il nous a accueillis dans sa mairie et il nous a offert une salle pour avoir justement la possibilité de monter ces épisodes. Donc c'était vraiment cool, des gens qui croient en nous, alors qu'on n'avait rien fait. Et ensuite c'était Infinity Nine Media qui nous a coproduit le derby, le voyage et tout le reportage en Argentine. Infinity Nine Media qui se trouve à Villeurbanne. Donc qui fait plein d'événements aujourd'hui, notamment en région lyonnaise, et qui est avec l'Asvel aussi. Et donc merci à toutes ces personnes qui ont cru en nous, mais l'aventure n'est pas finie. Tu nous en diras un petit peu plus tard justement sur le futur, le projet pro, perso. J'ai envie de commencer de manière pas chronologique du coup, avec Rosario. Forcément, c'est déjà la vidéo qui a été le plus virale. Elle a connu une explosion sur les réseaux, beaucoup de partages, notamment sur Twitter. C'est celle qui me parle forcément peut-être un petit peu plus, moi aussi de culture espagnole, mais Rosario, pour avoir été en Argentine, cette façon de vivre le foot, qui est assez particulière, qui est vraiment peut-être unique, avec peut-être partagé avec les pays du Maghreb dans la façon de vivre et de voir le foot. Et j'aimerais que tu me dises justement pourquoi finalement Rosario. Tu m'as parlé de la langue, mais pourquoi tu aurais pu aller dans un autre pays peut-être d'Amérique du Sud, à Buenos Aires justement. Pourquoi Rosario, pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous a inspiré? C'était un rêve d'aller à Rosario et de voir ce derby. Parce que je pense que ce derby, c'est l'un des derbys les plus fous de la planète. Évidemment, ici en Europe, on en parle moins, on le connaît moins. Mais en fait, il faut comprendre qu'ils sont dans la même ville. Et c'est deux clubs qui ont des niveaux similaires. Ils sont en première division. Il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. Le palmarès, un coup il y en a un qui a des hauts, des bas. En gros, ça s'équilibre. On va dire qu'il n'y a pas une grande différence globalement. Mais c'est un peu triste à dire, et des fois ils vont beaucoup trop loin, il peut y avoir des drames, mais ils se détestent. Moi je connais quelqu'un qui est garagiste à Rosario et qui ne peut pas embaucher quelqu'un qui est de Central, parce que lui il est de Newell's. Il nous l'a dit quand on est allé là-bas. Pendant les pauses déjeuner, déjà dans son garage et dans sa salle de pause, tout est Newell's. Tout est rouge et noir. Et il dit, mais t'imagines si j'embauche quelqu'un qui est de Centrale, mais en fait, tous les jours, on se bouffe dessus. Et au bout d'un moment, je pense que ça deviendrait lourd. Donc en fait, moi, dans mes critères de recrutement, mon employé ou mes employés, je crois qu'il en avait 2 ou 3, il faut absolument pas qu'ils soient de Centrale. Ils peuvent ne pas aimer le foot, ça peut arriver en Argentine. C'est rare, mais ça arrive. Ça doit être rare, C'est rare, mais ça arrive. Même, c'est fou de dire ça. Ça n'existe pas en France. Incroyable. Et ça pourrait être très très mal perçu, alors que là-bas, pour l'avoir aussi un petit peu vécu, c'est dans les mœurs en fait. Finalement, c'est quelque chose de culturel. Exactement. Et justement, sur ce voyage de Rosario, on voit que tu en parles avec passion. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues, que tu as vécues, des moments forts sur place que tu pourrais nous partager justement? Tout, quand je regarde, quand je me remets dans le reportage, là j'ai plein de souvenirs qui me remontent en tête et c'est presque la larmiche à l'œil de voir tous ces bons moments qu'on a passés. Et l'une des plus grandes anecdotes qu'on a vécues, elle nous avait traumatisés pendant 24 heures avec Yannick et moi. C'est un jour on a fait une grande interview pour l'équivalent du Progrès ici à Lyon, donc presse quotidienne régionale, dans le centre-ville de Rosario. Donc on arrive avec le maillot, Yannick ce maillot-là, et moi ce maillot-là, exactement ces deux-là. Et en fait, c'était 2-3 jours avant le derby. Donc c'était un jeudi, le derby devait avoir lieu le samedi. Et on a rendez-vous dans un bar, et juste à côté de ce bar, il y a une manifestation.
avec une rue bondée vraiment, avec des milliers de personnes. Et là, tous les gens pensent que nous sommes des joueurs de Newell's. Parce qu'en plus, on était en train de faire un shooting photo pour le journal. Donc on avait la journaliste qui allait nous interviewer dans le bar, autour d'une table, comme tu fais actuellement. Et juste avant, on s'était un peu écarté, on avait fait des photos. Donc nous, on est là avec un journaliste gros, avec un photographe, donc il y a un bel appareil sur lui, et tous les gens pensent qu'on est des joueurs. Et là, on se fait assaillir, on nous donne les bébés pour prendre des photos, des selfies. Ça dure des minutes, des longues minutes, et en fait, on se fait exfiltrer pour rentrer dans le bar parce qu'on ne pouvait plus marcher. On ne pouvait plus marcher, le photographe a été obligé de jouer des coups, de faire la police, la journaliste aussi. Et une fois qu'on était rentré dans le bar pour faire l'interview, en plus c'était un bar vitré, donc tout le monde nous voyait, tout le monde était là à la vitre en train de prendre des photos, attendre qu'on sorte, et en fait on n'est jamais sorti, on a attendu que la manifestation se disperse, que les gens s'en aillent, et de là on est sorti même par une porte dérobée du bar. C'est pour te dire, on n'est même pas sorti. La folie, ouais. Non mais une dinguerie. Jamais on n'aurait pensé penser ça. Les gens pensaient qu'on était des joueurs de foot. Ouais, ben ça décrit bien encore cette euphorie, cette passion qui fait perdre un petit peu la tête, où voilà, on voit une couleur, on voit un maillot et on a tout de suite cet attachement, on veut tout de suite prendre une photo, on veut tout de suite s'approcher, on veut tout de suite vivre le moment. Et c'est vraiment, comme je dis toujours, le chaos et le romantisme à l'Argentine finalement. Ouais. Et ton exemple, les excès. Les excès. Ils savaient même pas qui Toujours dans l'excès. Toujours dans l'excès. T'imagines ? Ouais. Ils ont pris des photos avec des gens. Ça se trouve, il y en a, ils ont encore des photos dans leur portable. Ils savent même pas qui je suis. Et ils ont leur bébé avec. C'est incroyable. Et est-ce que tu pourrais décrire un petit peu la vie, l'atmosphère, toi qui as pas mal voyagé, est-ce que Rosario a un truc en plus, tu vois, une énergie en plus, qu'elle dégage une atmosphère spécifique qui peut être liée au football ou pas d'ailleurs, que tu as pu voir par rapport à d'autres villes, ou finalement c'est une ville comme les autres? Non, après, Rosario, c'est la cuna del football. C'est ce que dit dans notre reportage un ancien champion du monde argentin de 76, Daniel Killer, qui dit la cuna del football, c'est le berceau du football. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de footballeurs qui viennent de Rosario. Donc c'est une ville imprégnée de football. Il y a des terrains de foot un peu de partout. Il y a les quartiers aussi, parfois sont colorés aux couleurs des clubs. C'est pour ça que toi, si tu es supporter rouge et noir, tu vas pas aller vivre dans un quartier où les bordures des trottoirs sont jaunes et bleues. C'est vrai, je m'en suis rendu compte quand j'étais à Rosario. Il y a en effet, j'ai pas eu le temps de faire tous les quartiers parce que c'était express, mais ce que tu dis, c'est vrai, avec des piliers, des angles de rue aux couleurs, des graphes ou des bordures aux couleurs. Ouais, c'est difficile aussi pour un supporter rouge et noir ou de vivre à côté du Stadio El Gigante de Rosario Central. C'est impossible parce que les jours de match, évidemment, tu as une vague jaune et bleue. Donc si toi, t'habites et que tu es supporter de l'équipe adverse, c'est pas possible. Enfin, donc voilà, il y a des contraintes. Et ce que nous disait, déjà, si tu veux habiter à Rosario et que tu es de là-bas, il y a des quartiers à éviter parce que le football est si important que tu dois respecter certaines choses. Et ça fait partie des choses à respecter. Et d'ailleurs, par rapport à la puissance et la spécificité de la ville, Buenos Aires, ville immense de football, 15 des 28 clubs de première division cette année sont issus de Buenos Aires et de sa périphérie. 15 des 28, c'est énorme. Et ce qu'on m'a dit aussi, à plusieurs reprises, mais la ville de football, c'est Rosario. Pourquoi ? Parce qu'on a une agglomération qui est énorme, mais par contre, les gens ils se partagent qu'entre deux clubs. Ah oui. Tandis que Buenos Aires, forcément, tu as Boca, River, Racing, Independiente, c'est comme etc. Londres. T'as 12 milliards de clubs à Londres. Exactement, ouais. Et c'est vrai. Mais là, tu n'en as que deux à Rosario. Et c'est aussi ce qui fait sa spécificité, et c'est ce que les gens doivent comprendre à travers ton histoire, à travers tes récits et tes anecdotes. C'est vraiment ça, il faut se rendre compte. Et c'est difficilement imaginable, et tu le disais en introduction par rapport à Derby Explorer, pourquoi pas spécialement la partie européenne que l'on peut connaître et pourquoi ailleurs ? Parce que c'est différent. Parce que la façon de vivre culturellement, l'impact du sport, l'impact du football dans la vie des gens est énorme. Et c'est ce qu'on ressent à travers Rosario. J'avais une autre question par rapport justement, je le dis, je le répète souvent, et tu l'as très bien dit, je pourrais t'enregistrer, ça pourrait être carrément un discours que je pourrais tenir également. Le football est le prétexte au voyage. Oui. On est des amoureux de football de la première heure, toi comme moi, comme Fatih et comme de nombreuses personnes qui nous écoutent et qui nous regardent.
Mais ça doit pas être l'élément central du voyage, parce qu'il y a tellement de richesse autour. Je répète, mais l'élément sportif, la qualité des joueurs, la qualité du match, on ne la maîtrise pas. Et on s'en fout au final. Et on va retenir tout ce qui est à côté autour, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et moi, j'ai envie d'aborder un point avec toi que tu abordes dans la vidéo, mais pour les gens qui ne l'ont pas vu, et je vous invite bien entendu à aller voir la vidéo sur la chaîne YouTube Derby Explorer, c'est la partie culinaire. Est-ce qu'il y a un truc qui te revient en tête, que tu as envie de parler, que tu as envie de partager sur Rosario justement? Évidemment, c'est le barbecue à Newell's. Oh là là, Patricio, mon ami, je suis toujours en contact, hein, on se parle souvent sur WhatsApp avec Patricio. Patricio, c'est un fan de Newell's. Toutes les semaines, les gars, ils vont au barbecue à côté du stade, ils ont des barbecues à l'ancienne, là, ils font leur assado. Eux, ils mangent un assado comme nous, un pain au chocolat le matin. Enfin bref, voilà. Et eux, ils ont leur rituel toutes les semaines. Ils vont faire leur assado, ils ont une bande de potes, ils sont 15-20. Et ben là, c'est la prévia, donc c'est le soir du Bandelazo, c'est là où ils fêtent les joueurs. Et c'est ce qu'il me disait, c'est le premier club au monde où les joueurs vont voir les supporters. Évidemment, dans tous les clubs du monde, c'est les supporters qui vont voir les joueurs. Tout à fait. On va avoir un match, les joueurs, et ben là, non. Il n'y a pas de match, le stade de Newell's est blindé, et les supporters, les joueurs rentrent sur le terrain et ça devient même un spectacle. Hein. Les chants, spectacle pyrotechnique, les supporters mettent de plus en plus de moyens et d'investissements pour impressionner les joueurs et leur donner de la force. Et donc, ce soir-là, après tout ce spectacle magnifique qui se déroule de nuit, il y a le barbecue. Et Patricio, donc, qui est le chef barbecue, c'est lui, il me sort un bout de barbac comme ça, mon oh là 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 là. Et là, évidemment, à la fin, juste avant de le mettre sur la place et que tout le monde le goûte, petit privilège Derby Explorer. Dans la vidéo. Oh là là, il me sort un bout. C'est un bonbon. Et tout ce qui se passe dans la vidéo, c'est pas fin. Hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas du cinéma. Hein. Ah ouais. Mais encore, je l'ai là. Oh, il me glisse dans. Oh là là, non. Et en fait, oui, c'est la bouffe. Ils mangent très bien. Tu sais qu'en Argentine, ils ont une viande de fou furieux. Ouais, ils font partie des plus gros consommateurs de viande. Ils ont un mode de cuisson un petit peu différent du nôtre. Une cuisson déjà qui est plus lente aussi. Ouais. Ah bah ouais, qui permet d'avoir une viande qui excelle. Mais je crois qu'il avait mis 1 heure. Hein. Bah, t'as le temps d'en boire du Fernet de Coca avant de manger. Et voilà, mais c'est magnifique. Et ouais, ça me rappelle aussi des bons souvenirs. Et voilà, vous voyez, on en revient encore à cette histoire de match. On ne se rappelle pas du score, ou quasiment pas du match. Mais voilà, la viande qui glisse. Ouais, un partout dans la vidéo. Ouais, je crois. Mais voilà, ça reste. C'est pas la première chose dont on parle. Voilà, la bouffe. Et je le disais encore il y a 2 semaines, quand je suis parti avec un groupe à Milan, on s'est revus 2 jours après. Ils m'ont pas parlé de Milan-Dortmund. Ils m'ont parlé du resto de pâtes. Ouais. Et de la pizza qu'on a bouffée. Parce que c'est des trucs qui restent à côté. J'en profite pour saluer Nico de Lucarno Posé, avec qui j'avais fait un podcast il y a quelques mois spécial Argentine. Et justement, quand on parlait de Rosario, il me disait, mais pourquoi tu ne proposes pas quelque chose là-bas? Est-ce que toi, tu penses qu'avec l'agence de Fun Culture, c'est quelque chose que je devrais mettre en avant, valoriser, ou finalement ça reste un petit peu pas spécialement? Non, mais totalement. C'est une vraie expérience de vie d'aller à Rosario. C'est à 3 heures de Buenos Aires. Donc logistiquement, tu arrives à Buenos Aires en avion et après, tu as 3-4 heures de bus. Et après, une fois sur place, voilà, Rosario, tu y restes 2-3 nuits et après, tu peux revenir à Buenos Aires, par exemple. Et il y a des trucs dans la ville que tu as bien aimé, toi, justement, à visiter ou même l'atmosphère générale que tu as bien kiffé là-bas? C'est au bord du Rio Paraná, donc c'est magnifique. Déjà, tu peux te balader, il y a beaucoup de verdure, beaucoup de gens qui font leur footing sur place. C'est une ville aérée. Ouais. Évidemment, tu as l'obélisque aussi de Rosario. Et puis tu as le centre-ville. C'est pas la ville la plus connue d'Argentine, hein, parce qu'évidemment, c'est pas la capitale Buenos Aires, c'est pas Ushuaia, le bout du monde, il n'y a pas les chutes d'Iguazu, etc. Mais c'est une ville qui est méconnue, mais qui mérite d'être vue 2-3 jours. Ouais, ça me semble pas et mal, surtout d'aller voir un match. Alors pas forcément le derby, si ça tombe pas pour le classico, on dit classico d'ailleurs, mais aller voir un match au Gigante de Central ou un match au Colosso Marcelo Bielsa de Newell's, c'est une super expérience. Ouais. C'est une super expérience. Là-bas, en plus, c'est familial.
les gens ils vont avec leurs bébés qui dorment. Moi j'ai vu les enfants qui dormaient un enfant qui dormait à même le sol. T'avais le papa qui était derrière, il regardait même pas le match, il était venu avec son gamin. Et en fait, l'enfant était juste derrière les tribunes. Ouais. Il l'avait mis au sol, sur une petite tas de vêtements. Ouais. Et il était en train de faire sa sieste. Et donc là, tu te dis, le bébé, il devait avoir 2 ans. Hein. Il était tout petit. Et le bébé, il doit s'endormir avec le bruit des supporters. Et voilà comment on est les patients. Ouais. Mais ça, c'est un truc, les gens, je pense, ne s'en rendent pas compte ou s'en rendent compte au fur et à mesure, parce que c'est un message que j'essaie de véhiculer, de partager. Et toi, tu le véhicules encore avec passion aujourd'hui. C'est ce côté... J'ai des frissons, là. Voilà, bah oui. Et c'est ce côté, tu vois, familial, ce côté partage vraiment de famille, le côté rituel où les gens vont en famille. Bien sûr. Et ça, c'est une anecdote parmi tant d'autres. Mais c'est pareil, quand je suis à la River, comme je disais, à 23h, il gagne en Libertadores et tu vois le père de famille. Ouais. Et avec le gamin, pareil, 1 an ou 2, pas plus. Tu vois que le gamin ne parle pas. Et en train de sauter à 23h. Mais nous, c'est à 20h, tu commences à limite à engueuler ton petit parce que c'est l'heure d'aller se coucher. Voilà. Et c'est ça. Bon, bah écoute, génial. Tu vois, tu as parlé avec passion sur la partie Argentine et Rosario. J'aimerais qu'on aborde une autre partie qui est celle de Séville, où il y a une passion qui est un petit peu différente, mais une passion qui est très forte. C'est la première vidéo que vous aviez faite entre le Real Betis Balompié et Sevilla FC. J'insiste là-dessus parce que je suis très, comment on pourrait dire, maniaque sur les vrais maniaque, pointilleux, ouais. Pointilleux. En tout cas, mais même moi encore, j'ai ce défaut de dire Betis Séville. Là-bas, on parle pas de Betis Séville, on parle du Betis ou du Real Betis, ou comme Athletic Bilbao, nous on peut dire. Là-bas, ils parlent de l'Athletic, surtout pas Real de Madrid. Des fois, c'est des tics de langage affreux qui me font, qui m'énervent un petit peu. Et j'aimerais savoir un petit peu plus sur cette organisation, justement. Pourquoi vous êtes allé là-bas? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller? Et comment vous avez noué et développé ces relations avec les fans sur place pour pouvoir tourner la vidéo? Est-ce que tu as des souvenirs déjà de ça? Ouais, alors en fait, Séville, c'est parti d'un crowdfunding. On a fait un crowdfunding sur Internet où on a été pas mal aidé par nos amis, notre famille déjà. Et puis quelques aussi personnes qui ne nous connaissaient pas parce qu'on avait fait un peu de communication sur le thème. On avait tourné aussi un petit teaser. D'ailleurs, je remercie Anthony Serron, qui est journaliste dans la région, qui fait beaucoup de reportages que vous voyez sûrement à la télé, et qui nous avait tourné ce petit teaser à Saint-Étienne. On était allé à Saint-Étienne sur une terrasse. Et donc Séville est né de ce crowdfunding on avait pu sortir 5 000 €, je crois, à l'époque. 5 000 € pour faire tout ça, du départ au montage. Voilà. Et grâce à ça, on a pu aller là-bas. Alors Séville, pourquoi Séville? Bah déjà, on voulait, comme je t'avais dit, quelque chose d'un peu un vrai derby en Europe, pas trop connu, c'est-à-dire pas de Manchester, pas de Real. Ça aurait pu être la Turquie, mais je parle pas turc, donc ça allait être compliqué pour faire un reportage assez intéressant. Donc en fait, l'Espagne c'était naturel. Et le plus gros derby, vraiment derby, je parle pas de Real Madrid-Barça, ça pour moi c'est pas un derby, c'est un peu comme Paris-Marseille. Ouais. Un vrai derby, il y a déjà une proximité géographique. Ouais. Une implantation culturelle, géographique. Ouais. Lyon-Saint-Étienne, c'est un vrai derby, mais pas plus loin, parce que plus de 100 km, c'est plus trop un derby. Eux, donc on a quitté, j'allais montrer les... Il y a des similitudes aussi. Il y a des similitudes. Séville, ils ont, leur stade est à 2,5 km, je crois. Donc voilà, ça coulait de source d'aller à Séville. Et de là, on est parti de rien. Moi, je connaissais personne à Séville, Yannick non plus. Et en faisant des recherches, comme on a l'habitude de faire avant de faire n'importe quel travail d'enquête ou journalistique, par exemple, j'ai découvert qu'il y avait un coiffeur qui coiffait les joueurs à la fois du FC Séville et du Real Betis Balompié. Et c'est en regardant as.com, donc le journal AS, l'équivalent de l'équipe en Espagne. Et donc voilà, sur cet article il y avait le nom Victor Romero, et de là tu arrives à trouver les gens. Quand tu veux trouver des choses, voilà, c'est des gens qui sont accessibles. Un coiffeur, voilà, c'est pas, je visais pas le président du FC Séville ou un joueur de foot qui sont beaucoup plus inaccessibles. Et donc voilà, de fil en aiguille, après tu peux contacter aussi des journalistes, sont facilement sur une radio. Et les journalistes, par exemple, on avait contacté Cadena Ser Séville,
Ouais. Et de là, nous ont donné le contact. Alors, un truc de fou, un petit rêve d'enfant des chanteurs de la Macarena. Balla tu quel Valeria Macarena, on la connaît tous cette chanson. Parce qu'ils sont de Séville. Et ben les deux chanteurs sont de Séville et les deux chanteurs, il y en a un qui est pour le FC et l'autre pour le Betis. On s'est dit putain mais faut qu'on aille les voir. Et ça s'est fait sur place. On ne le savait pas avant d'arriver à Séville qu'on allait pouvoir rencontrer les deux chanteurs de la Macarena et faire une séquence avec eux qui apparaît dans le reportage. Incroyable. Et voilà, et moi, franchement, c'était un kiff. On allait dans leur local, c'est à 20 km de Séville. Et voilà, gentiment, ils nous ont expliqué pourquoi l'un et l'autre. Ils nous ont fait un petit chant, évidemment, de la Macarena. Enfin, magnifique. Et en fait, un voyage, ça se prépare. Tu prépares un peu les bases, évidemment. Ouais, mais t'as une trame de base. Mais tu as beaucoup de surprises. Évidemment, on a rencontré donc les journalistes. Les journalistes nous ont dit, tiens, tu peux aller dans tel resto, c'est typique. Tu peux aller là. Et voilà comment après, la toile d'araignée, elle grandit, quoi. Et au final, après, tu as un reportage. Et justement, je vous invite, on vous mettra les liens avec Fatih en commentaire, dans la légende, comme ça vous pourrez aller voir la vidéo sur Rosario dont on a parlé, celle sur Séville, vous allez voir, vous allez vous régaler, vous allez plonger, être vraiment en immersion dans leur séjour en tant que baroudeur, et vous allez découvrir un max de choses, et forcément ça va créer des vocations et des envies, vous allez vous régaler. Justement, en quoi ce derby sévillan, il va au-delà du simple match de foot, sur l'aspect social et culturel. Est-ce que pareil, tu as des souvenirs à nous raconter? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce derby? Nous, on l'a titré le derby le plus fraternel. Ça veut dire qu'en fait, dans un derby de Séville, il n'y a jamais de violence. Les gens, ils vont en famille et ça arrive, on a croisé plein de gens qui disaient des couples. On a vu des couples avec l'un avec un maillot vert et blanc, l'autre avec un maillot blanc et rouge. Ils disaient, moi, je suis de tel et là. Et c'est vrai qu'on s'embrouille de temps en temps, mais on se chamaille, mais on s'aime, quoi. Et pareil, chez les familles, tu peux avoir un neveu ou un frère qui est pour X équipe et l'autre. Et en fait, ils y vont soit au stade ensemble, soit ils le regardent chez eux à la télé ou dans un bar. Et en fait, ils savent très bien à Séville. En plus, Séville, voilà, c'est une ville solaire, il y a une super ambiance. C'est une ville très calme, très paisible, très jolie. Tout le monde respecte tout le monde, très propre, magnifique, Séville. Ouais. Et en fait, dans le football, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu peux aller dans un derby de Séville, tu peux te balader avec un maillot de l'équipe adverse dans n'importe quel quartier. Pour le coup, tu n'auras pas de problème. Chose que tu peux peut-être pas faire aujourd'hui en France. Tu peux pas aller aujourd'hui avec un maillot de l'OL à Marseille, même si c'est pas un derby, le jour d'un match, par exemple. Ouais. C'est compliqué. Impossible. Te balader sur le Vieux-Port avec un maillot de l'OL un jour, déjà pas un jour de Marseille, ouais, c'est compliqué, mais un jour de match, impossible. À Séville, tu peux le faire tranquille. Ouais, c'est une façon de vivre le football qui est différente. Et ce que j'aimerais savoir aussi, c'est comment vous avez essayé d'aborder, je sors un petit peu du foot, d'aborder l'immersion culturelle par rapport à cette culture sévillane, andalouse. Comment vous avez essayé de le retranscrire dans la vidéo? S'il y a des aspects que vous allez... Parce que tu me parles de la Macarena, ça en fait partie au final. Là, je m'inspire des meilleurs que j'ai vus avant, c'est-à-dire Fred Cheno avec la cuisine, les nouveaux aspirateurs, Diego Buñuel aussi, que j'adore, un journaliste que je kiffe de fou, Antoine de Maximi, et Philippe Googler, mes idoles de journalisme. Et donc je m'inspire d'eux. Et eux, ils aiment, au-delà de leur thème principal, des fois ils aiment un peu... dévier, et nous, là dans Derby Explorer, c'est pas dévier puisqu'on parle de la cuisine. Et évidemment, il fallait qu'on aille au marché de Triana, qui est un marché couvert énorme. Moi, je kiffe aller dans les marchés, aller voir toutes ces couleurs, filmer ces couleurs. Les arômes, on les sent pas dans les reportages, mais on peut visualiser les couleurs à travers une expérience gustative. On essaye de retranscrire aussi, comme le font tous ceux qu'on voit à la télé, dire tiens, on sent ça, voilà. Ouais. Donner envie, quoi, tout simplement. Et donc à Séville, qu'est-ce qui est bon? La bouffe, on y mange comme des papes. Il y a le flamenco, donc forcément dans l'épisode, on va avoir la plus petite scène de Séville, on va voir. Et on essaye de le rapporter au foot, c'est-à-dire que dans la chanteuse, on lui dit, on lui demande qu'est-ce qui est similaire entre le flamenco et le football, le fait d'aimer une équipe, tout ça. On essaye tout le temps de raccrocher et elle nous trouve une réponse exceptionnelle que je vous invite à aller voir. Et tout le temps quand même avec cette ambition de raccrocher un petit peu avec
l'esprit d'Herbie Explorer. D'accord. Et est-ce que justement pendant ce séjour à Séville, tu as une anecdote à nous raconter, une rencontre, quelque chose qui t'a marqué en tout cas, qui t'a pris aux tripes, ou aujourd'hui tu peux en parler avec passion? Non, déjà tous les gens qu'on a rencontrés lors de la prévia, l'avant-match, aujourd'hui je les ai en souvenir parce que j'ai plus de contact avec eux, mais tous les moments, quand je regarde ces épisodes, ça me marque. Il y a une personne avec laquelle je suis en contact, c'est avec le coiffeur, avec le coiffeur des joueurs encore, j'ai revu, je suis retourné à Séville depuis, Ouais. et maintenant à chaque fois que je vais à Séville, je vais me faire coiffer quoi, parce que il tient un petit coiffeur de rien du tout, un petit salon. On le voit dans la vidéo d'ailleurs. Mais là il a changé, mais c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tout le monde peut y aller. Moi, j'y suis allé, les gens qui vont, les mecs comme toi et moi, payent entre 12 et 15 balles Voilà, c'est un truc totalement normal. Sauf qu'en plus, il a son réseau et il coiffe les joueurs de foot. Donc aujourd'hui, c'est la personne. Et des fois, si, tu sais quoi? La radio m'appelle pour parler football encore de l'OL. Quand il y a des transferts, il peut y avoir des transferts entre des clubs de Séville et de l'OL. Donc on a encore des contacts journalistes, parce que je suis encore dedans évidemment, comme je suis journaliste. Donc voilà. Et si je dois faire le parallèle justement entre Séville et Rosario, est-ce que tu as constaté quand même un mode de supporterisme différent? Est-ce qu'il y a une façon de vivre le football qui est diamétralement opposée entre les deux, ou on retrouve quand même quelques similitudes entre les deux villes? On va dire que évidemment en Argentine, ils sont pas plus passionnés, mais le football a une place plus importante qu'à Séville. À Séville, évidemment qu'ils adorent leur équipe. Quelqu'un qui est pour le FC Séville ne portera jamais de vert pur. Comme nous, on évite de porter le vert de Saint-Étienne, tu vois, ou mettre des chaussures vertes. Ça, c'est du kaki, je précise, c'est pas du vert. T'es grillé. Non, ça va, ça passe. Mais voilà, donc tu le sais que quelqu'un qui porte une cravate verte à Séville, c'est que soit il est pour le Betis, soit il s'en fout du foot, mais il sera pas pour le FC Séville. Ouais. Tu vois, il y a des choses comme ça qui sont immuables à peut-être n'importe quelle ville. Voilà, c'est des points communs. Et donc le point commun, c'est la manière de vivre le foot à l'instant T. Par contre, je pense qu'après les Sévillans se décrochent plus que eux, ils ont les boules pendant un an, jusqu'au prochain derby, quoi. Ouais. Tu vois. Ah ouais. Et si vraiment tu reçois une gifle, tu t'en parles pendant 50 ans, quoi. Ouais, c'est comme Boca, quand River était descendu, encore plusieurs années après, ils sont toujours là-dessus, comme c'était passé la veille. Et ça me fait penser à un reportage qu'avait fait Eric Cantona, justement, Looking for, je crois que c'est Buenos Aires, où justement, le mec, il va chez le supporter de Boca, et il lui dit quel est ton meilleur souvenir, ou quelle est ta plus grande fierté. Et lui, il te sort la une du journal, et il me dit, moi, mon idole, c'est lui. Et il te montre, en fait, la une du journal, avec le gars de River en train de chialer, et le gars là chez lui. C'est un truc de malade mental. Ouais, c'est fou. Je voulais enchaîner après sur des anecdotes, parce que pour moi c'est les trucs qui marquent, qui restent, qui permettent de partager aussi ce qui s'est passé sur place. Est-ce que toi, outre le fait l'anecdote sur Rosario qui t'a marqué, on l'a bien compris, de manière assez forte, est-ce que tu as eu des événements qui peuvent être drôles d'ailleurs, ou moins drôles, hein, ça peut arriver. Je racontais l'histoire du chien qui m'avait coursé dans Belgrade, qui était une anecdote pas très très cool. En tout cas, j'ai eu une belle montée d'adrénaline. Ouais. Mais est-ce que toi, tu en as eu, que ce soit à Séville, Rosario ou ailleurs, que tu pourrais nous raconter, un truc un peu inattendu? Non, à Rosario, moi, ce qui m'avait marqué, c'était au moment du Banderazo, au tout début, en fait, on était avec les ultras. Et en fait, on nous avait dit, quand même, restez un peu, ça reste des ultras, ils peuvent être un peu des fois... on savait pas trop où on mettait les pieds à ce moment-là. Donc c'était 2 jours avant le derby, avant le Classico. Et c'est la première fois qu'on était vraiment en immersion avec une foule de vrais supporters. Enfin, la caméra, ça, par exemple, ça n'a pas pu poser souci à un moment donné? Non, il fallait faire attention quand même. Au début, on nous disait, faites attention, même pour le jour du Classico, quand on était cette fois-ci à Central, on disait, garde-la bien, faites attention, on sait jamais, on peut te la voler, ça reste l'Argentine, voilà. Ouais. Mais il nous est jamais rien arrivé. Et donc, pour en revenir donc à l'anecdote, au moment où on entre en fait, on entrait dans un truc interdit. C'était
uniquement les ultras de Newell's qui devaient arriver là, qui devaient être là. C'était donc l'espace barbecue où il y avait vraiment qu'un cercle qui se mettait. Et toi, tu arrives avec donc tes maillots Derby Explorer. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser à une autre anecdote. Et tu te dis, j'espère que ça va bien se passer. Et en fait, à partir du moment où Patricio vient te chercher et te prend en main et qui te dit, bah tiens, suis-moi, là, tu sais que t'es bien. Ouais. Tu vois ? Au début, tu te dis, putain, machin, tu l'attends un petit peu. Et dès qu'il vient, tu sais que t'es dans un groupe. Et même si quelqu'un... Mais en fait, mais au contraire, mais en fait, ça, c'est un préjugé. Tu as tout le temps cette petite peur, mais en fait, au contraire, tous les gens, ils sont venus nous donner l'amour qu'ils avaient pour leur club, et ils étaient ultra fiers que des Européens viennent, traversent l'Atlantique pour aller les voir, quoi. Et en fait, tout le monde a été super bien avec nous et adorable. Et on a pu aller au plus près des fumigènes, parce qu'évidemment, ils font peut-être les fumigènes n'importe où, n'importe comment, même pendant leur soirée barbecue. Ouais. Tu vois, c'est à ces moments-là où tu peux faire des super images. Enfin, c'est exceptionnel. Et donc, pour en revenir, ça m'a fait penser à une petite anecdote furtive. Nous, notre Tony Derby Explorer, c'était ça. Donc, c'était du rouge. On avait un pantalon noir et des chaussures rouges. Et en fait, le jour du Classico, noir et rouge, t'imagines bien que le match était chez cette équipe-là, au Central. Et en fait, on a changé un peu nos tenues. On a mis d'autres chaussures. On a gardé ce maillot parce que c'était quand même notre maillot. Mais on a changé les chaussures qui étaient rouges. Parce que les chaussures rouges avec le pantalon noir, on s'est dit, en se baladant, surtout autour du stade et même dans le stade, ça faisait vraiment trop beaucoup noir et rouge. Et en fait, les supporters visiteurs sont déjà interdits pour le Classico. Et on s'est dit, en plus avec la caméra, là, on va pas prendre de risques. Même si on était depuis le début, on a suivi un supporter qui s'appelle Auguste, que je salue, avec qui je suis toujours en contact. On a parlé de l'élection argentine, d'ailleurs, avec Auguste. C'est tout frais. C'est tout frais. Donc voilà, des petites anecdotes où il faut quand même des fois s'adapter, je veux dire. Mais comme de partout. Bien sûr. Il faut pas être trop bête. Il faut prendre en compte les facteurs... les critères, je sais pas comment expliquer, mais il faut prendre en compte l'environnement, voilà, tout simplement, s'adapter. Je vais revenir de manière un peu plus globale sur tes expériences perso ou même pro. Toi qui as fait pas mal de stades ou même voyagé, et je déteste faire des classements figés sur les ambiances, parce que pour moi ça veut rien dire, parce que ça va dépendre du contexte du match, du déroulé du match, du déroulé de la saison, à quel moment se joue le match, voilà, tout ce genre de choses. Est-ce que toi il y a des ambiances qui t'ont marqué? Est-ce que tu as juste un top 3 ou top 5 où tu dis allez-y les gars, ça vaut le coup. Je te parle de foot, mais aussi de l'expérience globale. Hein. Le Groupama Stadium. À part les temps qui courent, on ne veut même pas y aller, je pense. Hein. Non, mais d'ailleurs, on salue les supporters, franchement. Heureusement que les supporters sont là pour soutenir l'OL, qui en a bien besoin, et on espère que ça va y aller cette saison encore. Non, les grandes ambiances. Moi, j'aime bien j'ai pu aller une fois en Turquie. Les Turcs, c'est des fous furieux. Ouais. C'était un match de l'équipe nationale en plus, contre la Grèce. Et j'avais vu une super ambiance. Donc les Turcs, on les connaît. Hein. Ils ont beaucoup de clubs, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, voilà. Donc je pense que les Turcs sont bons. Moi, j'aimerais bien aller, tu en as parlé au début, au derby de Casablanca. Ouais. Je pense que en question de tifo, ils sont exceptionnels. Déjà, ils font des tifos de fou. Et je pense que l'ambiance est magnifique à Casablanca. J'y suis pas allé. Et après, franchement, on revient toujours à ça. Je pense que, parce que même une fois, j'ai eu l'occasion d'aller voir un Classico au Maracana Flaflu. Et en fait, je pense que le prix des billets devait être tellement cher que le stade était vide. Ah ouais. Et pourtant, c'était un derby. Hein. Ouais. Et pour le coup, il y avait zéro ambiance. Et donc je pense que l'Argentine, en termes de supporterisme et de
On les voit des fois sur les réseaux sociaux en Détroit, ils font les papiers cul, ils font les fumites, ils savent y faire. Enfin, c'est même pas qu'ils savent y faire, c'est que c'est dans leur c'est gène. comme ça, ouais. Ça fait partie de leur gène, leur culture, leur identité. Et je reviens, c'est vrai que sur le derby Raja-Wydad ou Wydad-Raja, que j'aimerais énormément faire. Ouais. Je suis beaucoup sollicité à titre professionnel avec l'agence. On veut vivre ça parce qu'en fait, en termes de logistique d'organisation, c'est assez complexe. Il faut savoir que je crois que c'est Botola Pro, qui est la première division marocaine, te pond un championnat, le calendrier qui sort peut-être 2 semaines avant la première journée au passage, parce que je me suis très très intéressé cet été. Et le souci, c'est qu'ils ne te mettent pas de date. La journée 15, tu ne sais pas quand elle est. La journée 23, tu ne sais pas quand elle est. Et ce qui fait que c'est quasiment impossible à s'organiser. La particularité, encore plus spécificité de cette année de Casa, c'est que le stade Mohamed V est en rénovation, comme des grands stades au Maroc, en vue de la Coupe d'Afrique 2025, si je ne dis pas de bêtises, qui va être organisée là-bas. Ce qui fait que normalement, le prochain derby, qui devrait avoir lieu en janvier, on ne sait pas quel week-end d'une part il va avoir lieu, et d'autre part il devrait être délocalisé à Marrakech. Et ce que me disait un contact sur place, c'est qu'il y a quelques années, les supporters avaient boycotté, mais l'année suivante, ils se sont tous déplacés en masse. Je crois qu'il y a 3 heures, si je ne dis pas de bêtises, vous pourrez me reprendre dans les commentaires si je me trompe. Il y a 3 heures entre Casa et Marrakech. Ouais. Et en gros, tu avais 25 000 fans du Wydad, 25 000 fans du Raja qui s'étaient déplacés à Casablanca. Et c'est pour ça aussi, moi, je veux y aller. À Marrakech. À Marrakech, excuse-moi. Mais et qui ont fait les 3 heures de route, quoi. Donc c'est un truc qui doit être exceptionnel à vivre. Les retours que j'ai, c'est que c'est pareil. C'est dans le quotidien, dans leurs mœurs. Le football est omniprésent. Ce qui a la spécificité aussi de l'Algérie et de la Tunisie, peut-être un petit peu moins, mais en tout cas sur ces pays du Maghreb. Ouais. Et c'est un truc que beaucoup de personnes ont envie de vivre, mais qui reste complexe à organiser en termes de logistique et on dit souvent voyager, c'est aussi prévoir, comme tu dis, tu as une trame, mais là, même pour le coup, le week-end, tu sais pas quand est-ce qu'il faut partir, c'est assez, t'es obligé, assez complexe. Écoute, merci pour ces retours, ces anecdotes. Concernant The Fan Culture, du coup, que tu as appris à connaître, toi, tu es assez débrouillard, moi, je l'ai été avant de créer l'agence. Est-ce que tu vois des points forts, justement, sur l'agence? Est-ce que toi, tu as des potes, tu penses, qui pourraient faire appel à l'agence, justement, et qui pourrait trouver un intérêt à se dire finalement je pars pas par mes propres moyens et je fais appel à The Fan Culture. Est-ce que tu vois des points forts justement? Bien sûr, mais c'est comme tu me disais, là, bientôt tu vas partir en Argentine. Il y a tellement de points à voir. Alors un voyage, tu parlais de la carte bancaire, de la petite puce pour le téléphone, pas se faire avoir au niveau des taux parce qu'il y a 3 taux. Voilà, c'est tout des détails que tu apportes avec tu m'expliquais aussi ton carnet de voyage. Tout à fait. Tout en gardant cet équilibre de à la fois soutenir tes voyageurs et en leur laissant évidemment le temps libre, parce que là-bas, sur place, il faut avoir du temps libre, chacun fait ce qu'il veut quand il veut. Et donc, je trouve que c'est un bon équilibre à garder, tu vois, de ne pas faire trop circuit avec tout est programmé, parce qu'un voyage tout programmé, pour moi, j'aurais le temps de le faire quand je serai un peu plus ancien, j'aimerais que tout soit cadré, bien. Mais je pense que ceux qui voyagent avec toi et ceux qui choisissent Fan Culture, ils recherchent à la fois ce cadre que tu leur apportes et à la fois cette liberté aussi, tout en sachant qu'il y a 3-4 matchs de prévus en Argentine. C'est 4 ? Ouais, c'est ça, c'est 4. C'est énorme. 4 matchs, tu vois. Moi, je ne suis pas allé dans beaucoup de stades. Je suis allé dans Sud Boca, Sud Rosario, en Argentine, mais j'aimerais bien en découvrir d'autres, celui du Racing, etc. Donc, avec toi, voilà, ça serait. Je pense que ce sont des occasions magnifiques. Et il y en a qui sont partis à Milan. Et le truc aussi, le fait de découvrir des salles comme la Serbie ou des salles grecques à Athènes, des choses qu'on ne ferait pas peut-être parce que c'est loin, parce qu'on a peur, parce que c'est compliqué. Bah voilà, tu facilites les choses. C'est vrai qu'on en parle en off, c'est vrai que c'est toutes ces expériences un petit peu dans les Balkans où des fois on peut avoir des préjugés. Hein. Bien sûr. Belgrade, tu vois, on parlait de Belgrade. Moi j'aurais peur, vraiment, je te le dis sincèrement. Moi franchement oui, on a su ce qui s'était passé il y a longtemps avec le supporter toulousain Prestaton. On sait qu'ils sont chauds, les Serbes, voilà.
Voilà. Et pourtant, quand vous allez sur place, c'est top, vous mangez bien, vous buvez bien, et les Serbes sont vraiment très accueillants, il y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que des fois, on reste figé aussi sur ce qu'on entend, ce qu'on peut nous dire, ce qu'on peut voir aussi, parce que il y a des choses qui se passent et on peut absolument pas les nier, il faut absolument pas les nier. Il faut juste, comme tu disais, je rebondis, c'est s'adapter aussi à l'environnement, comprendre où on met les pieds. Exactement. En tout cas, c'est notre force avec Fatih, avec l'agence, de savoir de quoi on parle. Et ça, c'est important, que les gens aient toutes les informations. Après, eux, ils le vivent comme ils veulent, leur séjour. Mais à travers le carnet de voyage et nos recommandations, nos disponibilités, déployer, divulguer, passer un message qui est fort, qui est précis, et après les gens ils en font ce qu'ils veulent, en tout cas ils ont l'information. Et Belgrade justement, il y a une particularité, je vais aller aussi de ma petite anecdote vas-y. Pour rebondir. Il y a beaucoup de derbies, tu parlais de Sévillan, et d'autres dans le monde où tu t'affiches avec tes couleurs, tu te balades, il y a ces avant-matchs. Et la Serbie présente une particularité, en tout cas sur le fameux derby éternel de Belgrade, où quand tu vas en avant-match, les gens arrivent au stade, tu as très peu d'écharpes, voire quasiment aucune. Pas de drapeau, rien du tout. En fait, tout le monde est plutôt neutre pour pas dévoiler certainement sa couleur et parce qu'on sait pas, parce qu'il y a des supporters adverses aussi qui viennent en nombre. Généralement, ils sont au moins 10 000, entre 8 et 10 000 supporters visiteurs, vu que c'est dans la même ville aussi. On retrouve la même particularité qu'avec Séville, avec Rosario, une ville, deux clubs. Et du coup, en fait, il n'y a pas ce côté un peu festif, euphorique, qu'on va retrouver un petit peu plus quand on va arriver aux abords du Maracana Ratko Mladić, le stade de l'Étoile Rouge, ou du stade du Partizan. Mais si tu veux, dans les rues adjacentes, sur les 2-3 km avant, tu ne vas pas retrouver ce côté festif, coloré. Ici, on est à l'Étoile Rouge. Tu vois, c'est aussi une particularité. Ah oui. On va conclure, ça fait un petit moment qu'on est en train de discuter, on ne voit pas le temps passer. Et je suis vraiment très 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 content de faire cet épisode parce que tu parles avec passion, avec ferveur, et c'est ce que j'adore, ce que je kiffe, tu vois. On peut voyager le temps d'une discussion à travers le monde, on arrive à se projeter, tu vois. Même si j'ai la chance de faire Rosario, mais je pense que les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, ils peuvent aussi se projeter et s'imaginer un petit peu ce que tu as vécu, tes expériences, tu vois. J'aimerais savoir justement, tu me parlais de Derby Explorer, où ça en est finalement, avec le Covid, ça s'est un petit peu stoppé. Est-ce qu'à niveau perso, au niveau pro, tu as des projets en tête? Est-ce qu'il y a des projections? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que ça reste encore un peu vague? Est-ce qu'il y a des trucs vraiment précis qu'on va pouvoir découvrir dans les prochains mois ou les prochaines années, Qu'est-ce que tu as derrière la tête en fait? Derby Explorer, nous on a commencé l'aventure en 2019. Donc on a fait Séville-Rosario, on était lancé sur les chapeaux de roue, on avait trouvé un producteur, on était monté à Paris, on avait eu des rendez-vous, on avait montré notre projet, des gens étaient intéressés, des producteurs étaient intéressés pour faire une saison. Comme on voit sur Netflix, et notre objectif c'était les plateformes Amazon, type Amazon, Netflix, et faire donc, comme on voit de partout, un derby dans tel pays, faire une saison avec 10 épisodes par exemple. Voilà, et pourquoi pas ensuite rempiler. Le Covid est arrivé, rideau, basta. Évidemment, tous les projets en cours ont été arrêtés, tu pouvais plus tourner, tu pouvais plus voyager, les stades étaient tous fermés. Le temps passe, 2 ans, évidemment, au bout d'un moment, il faut remanger. Donc tu reprends ta carrière Derby Explorer, tu le mets de côté. Moi, j'ai repris ma carrière de journaliste. Yannick Taleb, mon complice de Derby Explorer, a repris sa carrière de commercial, etc. Et aujourd'hui, donc, on a repris une vie entre guillemets normale, mais Derby Explorer, moi, je te le dis, j'ai toujours dans un coin de ma tête, je veux faire une série Derby Explorer, aller dans les pays, l'Indonésie, la Bolivie, faire des séries documentaires de voyage à travers le football, comme on peut en voir avec la cuisine sur des plateformes type Netflix, comme on a pu en voir par le passé. Et je pense que un jour, je ne sais pas quand, on remettra le pied à l'étrier et Derby Explorer renaîtra de ses cendres. Ah, c'est beau. C'est beau et j'insiste, allez voir la chaîne YouTube Derby Explorer, ils sont aussi sur Twitter, pareil avec le même arrobase, mais surtout sur YouTube, vous allez trouver des contenus incroyables et vous allez vraiment retrouver l'authenticité dans les propos de Vincent à travers les vidéos. Franchement, vous allez vous régaler et quand vous allez voir notamment celui qui a le plus cartonné, celui de Rosario, vous allez pouvoir faire le parallèle entre la vidéo et les propos de Vincent et s'imaginer une demi-seconde
avoir ce type d'épisode comme ce Rosario et Séville, mais à travers le monde et à travers la découverte de la culture, vous dites, allez, bingo, quoi, j'ai envie de voir ça. Et c'est pour ça, quand tu parles de Netflix ou des plateformes, en tout cas de streaming, et sur des grands reportages, en fait, on a envie de voir, on a envie de voyager, on a envie de découvrir. Et quand il y a du foot, ça cartonnerait en plus. Du voyage, de la culture, mais bien sûr, ça cartonnerait. C'est fait pour Netflix. Derby Explorer est fait par Netflix ou Amazon. Et ça sera fait, je l'espère, en tout cas je te le souhaite, comme dirait Paga. Merci beaucoup. En tout cas, je te le souhaite. On te le souhaite. Merci beaucoup Vincent, plaisir immense. Tellement content d'avoir fait ce choix de te faire venir, tu as des belles histoires à nous raconter. On est resté à peu près 1 heure à discuter, ça passe très très vite, on pourrait rester encore de longues minutes. Donc merci beaucoup à toi, merci d'avoir parlé avec passion, merci d'avoir d'avoir partagé autant de détails, autant d'anecdotes. C'était vraiment cool. Moi, je vous retrouve très prochainement avec Fatih pour un nouvel épisode. Donc là, c'était le 2e. Il y en a un 3e qui va venir dans les mois à venir. Et on se retrouvera justement soit derrière l'écran, soit à travers votre poste radio, votre téléphone, sur le format audio, sur le format vidéo, et peut-être pour les plus chanceux d'entre vous en tribune, dans les tribunes d'Europe. On a un séjour organisé à Belgrade au moment où vous nous écoutez qui est en train de s'organiser. Il reste 3-4 places, je crois, pas plus. Ça se passe début mars au Maracana, du vendredi 1er au lundi 4 mars. Pour ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez encore le faire. S'il reste des places, bien entendu, au moment de la diffusion de l'épisode. Et pour l'Argentine, Buenos Aires, un voyage absolument exceptionnel. 10 jours sur place, 4 matchs, le match de Boca, on ira voir le Racing, certainement Independiente, on va aller visiter le musée d'Argentino Junior, on va aller voir le stade d'Argentino Junior, on va bien manger, on va bien boire, on va se balader. Vous allez comprendre la culture et le culte autour de Diego Armando Maradona. Pareil, il nous reste 2 places, donc peut-être qu'on aura la chance de se voir là-bas. En tout cas, merci encore Vincent. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, qui nous écoutent également. Et à très vite. Merci beaucoup.